C'est la suite de cette journée ici au Salon des maires 2025, au cœur du salon sur le stand de l'UGAP. Merci de nous suivre sur Acteurs Public TV. On parle, vous le savez, toute la journée de souveraineté. On va se demander maintenant comment une centrale d'achat peut-elle se mettre au service de la souveraineté économique française avec 4 intervenants sur ce plateau que je vous présente immédiatement, à commencer par Laurent Lubrano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Fonroche Lightning. Vous nous en parlez dans un instant, vous êtes l'un des leaders mondiaux de l'éclairage public solaire. À vos côtés, Emmanuelle Ledoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire, l'INEC. On va en parler dans un instant. À vos côtés également, David Pérussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable salon et consulting à la Chambre de commerce Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Merci d'être sur ce plateau. Et puis on vous a déjà interviewé tout à l'heure sur ce plateau, Jérôme Thomas. Rebonjour Antoine. Bonjour, vous êtes directeur général adjoint de l'UGAP. Merci également d'être là. On va commencer avec vous, Emmanuelle Ledoux, une question assez large sur, puisque j'ai dit que vous êtes directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire. Est-ce que l'économie circulaire et souveraineté économique, ce sont des objectifs complémentaires ou contradictoires ? Alors totalement complémentaire. Enfin, c'est même, je rajouterais même que c'est indissociable. Aujourd'hui, quand on parle d'économie circulaire, on évoque évidemment les questions environnementales. C'est de l'économie linéaire, j'extrais, je produis, je consomme, je jette, à une économie qui fonctionne sur des boucles et qui permet de mieux valoriser la matière. Donc ça, évidemment, il faut le faire pour des raisons environnementales, rester dans le cadre des limites planétaires. Mais on voit bien, et pour des pays comme la France, des continents comme l'Europe, que c'est avant tout un enjeu de souveraineté. Enfin, dans le descriptif que je viens de faire de l'économie linéaire, on voit bien aussi que ça nous rend infiniment dépendants à nos imports. On utilise des ressources qu'on n'a pas, enfin, lithium, cobalt, pour les questions d'électrification, énergie fossile. Donc ces enjeux-là sont, encore une fois, c'est au-delà de complémentaire, c'est indissociable. L'économie circulaire, c'est la clé d'entrée de la souveraineté économique. Jérôme Thomas, l'UGAP se présente comme une centrale d'achat au service de la souveraineté économique. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? L'UGAP ne se présente pas, elle est au service de l'économie réelle, des PME. La présence de Laurent et de Fonroche, avec lequel on a un partenariat depuis 2016, démontre que l'UGAP et son modèle de mutualisation des achats, ça permet à des PME de pouvoir adresser la commande publique de manière facilitée. Un des freins à l'accès à la commande publique des PME, c'est la complexité, le caractère aléatoire des appels d'offres, les délais de paiement des collectivités territoriales. Et le modèle de l'UGAP emporte ces externalités-là, c'est-à-dire adresser via un référencement l'ensemble de la commande publique nationale. Deuxième élément, bénéficier de délais de paiement importants, réguliers. Et donc ces éléments-là sont quand même au cœur de la proposition de valeur de l'UGAP en particulier, mais des autres centrales d'achat aussi. Ça nous permet de passer la barrière de la complexité des marchés publics et puis surtout de permettre par des stratégies d'achat, de lotissement, de sourcing, d'aller chercher les PME dans les territoires qui ont des technologies, qui ont de l'innovation et de leur permettre de consolider leur modèle économique comme l'a fait Fonroche grâce à un accès facilité à la commande publique. Alors, on va prendre l'exemple donc effectivement de Fonroche. Laurent Lubrano, vous travaillez avec l'UGAP depuis 10 ans et vous avez connu depuis une croissance de 25 à 30% par an. Est-ce que c'est grâce à ce partenariat ? Comment vous expliquez cet effet d'accélération ? Ah oui, c'est clairement pas que, mais beaucoup grâce au partenariat avec l'UGAP. Parce que, je dirais deux choses. La première chose, c'est que c'est pas une idée reçue. L'appel d'offres de l'UGAP, il est exigeant. Il est très exigeant. Mais cette exigence-là, c'est d'abord une barrière à l'entrée. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut shine ou est-ce qu'on veut tirer vers le haut ? L'UGAP, c'est une réponse à ça, en fait. Si on ne veut pas shine, à l'UGAP, l'exigence sur la qualité, l'exigence sur les prix, l'exigence sur le RSE, etc., il est fort. Et donc, nous, quand on prépare l'appel d'offres UGAP, on se prépare déjà 8 mois à l'avance. Donc, déjà, il y a ce niveau d'exigence qui est fort et qui fait que quand on veut renouveler ça, on est obligé d'être dans l'innovation. Qu'est-ce qu'on va faire le coup d'après ? Comment on va continuer à créer de la valeur ? Comment on va continuer à accompagner nos clients, la commande publique ? On travaille beaucoup avec les hôpitaux, les gendarmeries, les mairies, etc., dans l'éclairage. Et l'UGAP favorise ces deux sujets-là. Une forme de barrière à l'entrée avec une exigence sur les produits et l'obligation d'innovation.
Est-ce que vous avez un exemple à nous donner de l'effet accélérateur de ce partenariat avec l'UGAP, notamment dans les territoires ultramarins dont on a parlé en préparant cette Ah oui, on travaille cette interview. énormément avec l'UGAP à Mayotte depuis déjà 8 ans. Là, on vient de faire encore de beaux projets en Guadeloupe. On travaille partout avec l'UGAP. Et beaucoup effectivement dans les territoires d'outre-mer, mais pas que. Je vous disais tout à l'heure, les hôpitaux, on fait des hôpitaux pratiquement tous les mois, on fait des gendarmeries, on fait des collectivités. Ça aurait été plus difficile de travailler dans les territoires d'outre-mer sans ce partenariat? Oui, puis on peut s'inscrire avec l'UGAP dans des démarches de long terme. Ça, c'est important, parce qu'une fois qu'on est référencé, une fois qu'on a fait des premiers projets, il y a des gens très compétents dans les équipes de l'UGAP qui savent nous accompagner. On parle des Outre-mer, c'est le cas par exemple avec Madame Masson. On se connaît, on sait comment on fonctionne, et puis ça sécurise beaucoup les acheteurs côté collectivité. Voilà. Alors, David Pérussel, vous travaillez, je l'ai dit, donc à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, et vous avez mis en place un projet, un programme qui s'appelle Lyon Pacte PME. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Tout à fait. Le job d'une CCI, en premier lieu, c'est d'accompagner les entreprises de son territoire. Et pour accompagner les entreprises de son territoire, c'est bien sûr accompagner le tissu de PME. Et sur les enjeux de la commande publique, je rajouterais comme barrière, comme difficulté pour une PME, c'est le sourcing. C'est se faire connaître, c'est exister, pouvoir présenter la première fois son produit, son innovation, son service. Et donc pour répondre, pour essayer de lever cette barrière, il y a 10 ans, on a créé avec un certain nombre de partenaires et sous, j'allais dire, le patronage de Pacte PME, un dispositif local, Lyon Pacte PME, qui vise à mettre en relation les acheteurs, publics et privés, plutôt grands comptes, avec ces PME locales, avec ces PME régionales qui proposent des services et donc de faire de la mise en relation directe, de découverte de ces produits, de ces solutions. Ça, c'était une première brique, donc il y a 10 ans, en 2015. Aujourd'hui, c'est plus de 40 rendez-vous par an, événements par an, qui permettent de mettre en relation ces acheteurs publics en majorité, mais aussi privés, avec les PME du territoire. Et puis, le cran qui manquait, c'est vraiment l'amont. C'est vraiment faire découvrir le produit, faire découvrir le service, faire découvrir le savoir-faire, parce qu'on sait que ces PME, elles ont du savoir-faire, elles ont de la qualité, elles ont de la réactivité, mais il leur manque de la visibilité. Et la visibilité, pour compléter ça, ça a été un pavillon de PME françaises sur le Salon des maires et des collectivités pour la 2e année, qui permet à une trentaine de PME françaises de faire la démonstration de leur savoir-faire, de leur qualité, de leur réactivité, directement auprès des acheteurs publics. Jérôme Thomas. Juste pour préciser le propos, l'UGAP est partenaire de l'initiative lyonnaise de Rhône-Alpes Pacte PME. Et évidemment, il faut qu'on s'appuie sur les organismes consulaires dont c'est le métier pour faire ce travail-là d'identification des solutions, d'identification des PME. Vous l'avez souligné, les barrières à l'entrée, c'est aussi la capacité de ces opérateurs économiques à faire connaître leurs propositions de valeur. Et pour le coup, quand on a des tiers de confiance, des intermédiaires comme les chambres consulaires, c'est un accélérateur et l'UGAP a intérêt à beaucoup travailler avec les organismes consulaires pour être performant et pour adresser les PME qui méritent d'être portées par la commande publique. Est-ce qu'on peut justement rentrer dans le détail comment l'UGAP sélectionne ses fournisseurs? On parlait donc effectivement de barrières à l'entrée, comme l'a dit Laurent Hubrano il y a un instant et comme vous venez de le redire. Est-ce que justement c'est un facteur aussi d'exigence, mais c'est un facteur aussi de mise en avant du savoir-faire français une fois que ces barrières à l'entrée ont été passées? Oui, alors évidemment, l'UGAP sélectionne ses fournisseurs sur appel d'offres, donc il y a une exigence de compétitivité économique, mais ça c'était vrai il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a d'autres externalités qu'il faut adresser, l'économie circulaire, la dimension sociale, l'inclusion sociale, et donc on a des appels d'offres relativement complexes qui font que l'entrée à l'UGAP est exigeante. Mais dès lors que vous êtes référencé à l'UGAP, vous bénéficiez après effectivement d'une part d'un accompagnement par nos équipes territoriales, c'est-à-dire qu'une entreprise comme Fonroche peut bénéficier de points de relais pour porter leurs solutions dans l'ensemble du territoire national et en Outre-mer grâce à notre modèle. C'est aussi une exposition sur notre plateforme Internet, la capacité de proposer les produits de nos équipes. Et puis c'est de l'accompagnement aussi. On a un programme d'accompagnement des PME, puisque une fois que vous êtes référencé à l'UGAP, il faut aussi exécuter les opérations avec la qualité attendue, le service attendu. Et donc c'est tout ça que le référencement de l'UGAP permet, c'est-à-dire
la capacité d'adresser l'ensemble de la commande publique grâce à un support, des paiements accélérés, et puis surtout le conseil, l'accompagnement et l'intermédiation avec les clients publics. Et puis cette exigence, pour moi, elle est fondamentale, et je salue la présence d'Emmanuelle, qui est une experte sur le sujet, cette exigence de l'économie circulaire, de l'économie de la fonctionnalité. Aujourd'hui, et ce que fait Fonrush en termes d'éclairage solaire autonome, ça en est la preuve évidente. Le sénateur Uzna disait l'achat public est aujourd'hui une vraie politique publique. Avant, on considérait que c'est une fonction support, c'était de l'intendance. Aujourd'hui, c'est un accélérateur de transition, et le métier de l'UGAP et de ses 1600 collaborateurs, c'est de favoriser ces transitions grâce à un achat simplifié et performant. Justement, Emmanuel Ledoux, votre analyse sur ce sujet, sur l'économie, comment une centrale d'achat peut soutenir l'économie circulaire très concrètement ? Ce qu'on entend là, c'est que finalement, c'est la rencontre de deux solitudes, parfois, les achats publics. Le patron de PME qui ne va pas avoir des services pléthoriques et ultra outillés pour aller faire du démarchage, aller rencontrer les collectivités. Mais de l'autre côté, la majeure partie des collectivités non plus, ce n'est pas des services achats, commandes publiques de 500 personnes. Donc ce besoin, alors tu évoquais l'idée de tiers de confiance, enfin en tout cas de plateformes qui permettent de mutualiser et de rendre ce travail-là plus facile est essentiel. L'autre élément qui doit permettre d'avancer, alors là c'est plutôt le côté projection, et je profite que sur ce plateau toute la journée il y aura beaucoup de responsables publics, c'est de se dire que si on veut accélérer sur les questions de circularité, il va falloir qu'on élargisse le champ. Aujourd'hui, alors sans rentrer dans les détails, mais le grand article de la circularité, c'est l'article 58 de la loi AGEC avec le décret d'application qui va avec. Ça ne concerne que la moitié de la commande publique. Vous parliez des hôpitaux. Les hôpitaux ne sont pas concernés aujourd'hui. L'ADEME n'est pas concernée, les agences publiques, ce qui est quand même un peu bizarre. Voilà, donc on a vraiment un champ à ouvrir pour permettre de faciliter la circularité dans la commande publique en engageant l'ensemble des acteurs de proximité. Première chose, et puis il faut aussi qu'on travaille sur les enjeux de capacité à mieux choisir l'achat local. Enfin, on reste dans les logiques de souveraineté avec le travail sur les refontes des 3 directives de 2014 sur la commande publique, mais aussi tout un tas de démarches qui doivent s'engager pour que aujourd'hui, si on parle un peu rendre la commande publique circulaire, c'est on a un cadre linéaire et on essaye de le bidouiller pour que ça rentre dans le circulaire. Il faut qu'on arrive à avoir des textes qui permettent tout de suite d'engager les acteurs plutôt que de vous amener à rentrer comme vous pouvez dans des projets qui ne sont pas toujours conçus pour vous. Je vais terminer sur cette question de la performance prix. Jérôme Thomas, est-ce que la souveraineté a un prix, et comment l'UGAP peut-elle aider justement les acheteurs à faire la différence entre le prix visible immédiatement et puis le coût global qui inclut la souveraineté, qui inclut la responsabilité sociétale ? La souveraineté a peut-être un prix, mais est-ce qu'on mesure les externalités négatives liées à des achats importés de Chine, des États-Unis? Donc oui, évidemment, la souveraineté a un prix. Le modèle de l'UGAP, c'est quand même avoir cette exigence de façon à ce que l'achat soit performant, parce que notre équation, c'est puisque on a des volumes, on a des fournisseurs qui vont nous donner des tarifs dans lesquels la puissance publique, les acheteurs publics vont pouvoir avoir cette performance. Donc on peut concilier économie réelle, soutien aux filières et performance prix sans difficulté. Je crois que ça, c'est de toute façon un peu notre métier que de pouvoir concilier des injonctions qui peuvent apparaître contradictoires mais qui ne le sont pas dans les faits, parce qu'au final c'est les coûts complets des opérations, une logique TCO qu'il faut regarder dans l'achat, et souvent les solutions d'économie circulaire, les solutions à forte dimension environnementale, le gain pour la puissance publique, le ROI pour la puissance publique, il est avéré notamment en termes de qualité de vie et d'empreinte environnementale. Laurent Lubrano. Oui, alors c'est comme le tango, il faut bien danser à deux. C'est-à-dire que si je conseille les PME qui veulent rejoindre l'UGAP de mettre leur meilleur prix à l'UGAP. Il faut jouer le jeu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé cette barrière à l'entrée, cette exigence, il faut être dans la compétitivité. Il n'y a pas de secret. Parce qu'il faut pouvoir se battre sur le terrain avec les meilleures armes. Et le retour, je vais donner un truc très simple. Moi, ça fait 10 ans que je travaille avec l'UGAP, des millions de chiffres d'affaires, des milliers de commandes, 0 impayé. Quand on est une PME, qu'on s'engage dans l'innovation,
qu'on prend le risque de faire des produits long life, des produits recyclables, etc. On prend du risque. Si on arrive à dérisquer des sujets comme le paiement, déjà on a fait un pas en avant. Mais il faut jouer le jeu du prix, il faut jouer le jeu de la compétitivité tout le temps. Et l'UGAP est très réactive pour ça aussi. Parce que souvent on dit ah bah oui, mais l'UGAP c'est un gros bateau, c'est lourd à porter, etc. Non, l'exigence elle est au départ, mais une fois qu'on est dedans, qu'on y travaille, nous on a fait des partenariats avec l'Aglo d'Agen, avec l'UDEAC, voilà, on fait avec les Outre-mer. Il y a à l'intérieur un très bon accompagnement commercial, une réactivité qui permet d'aller à la conquête. Merci beaucoup, c'est sur ce message qu'on va se quitter. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Ça c'est par le plateau d'Acteurs Publics TV, ici installé au cœur du Salon des maires et des collectivités locales. On se retrouve très vite pour une prochaine table ronde. À tout à l'heure.